Bonsoir à tous, merci vraiment d'être là ce soir. Cela, bien sûr, à Joanne et moi, nous touche énormément pour la raison simple qu'il s'agit ici de célébrer une rencontre de deux êtres humains, on va dire de deux artistes, et lequel, je pense à Joanne, dans l'amour de leur propre travail, et puis la rencontre aussi d'un rapport extrêmement charnel et particulier que nous entretenons avec notre œuvre, chacun d'entre nous, un monde d'images, un monde assez fort, un monde de résistance, un monde où se déploie un imaginaire parfois rugueux, parfois un petit peu espiègle, mais un monde qu'on aime à décrire, tant il est important selon nous que ces descriptions soient publiées, diffusées, pour que nous tentions de changer un petit peu ce monde-là dont nous parlons. Je voudrais... Je dis que ça serait difficile de changer ce monde. Avant de vous raconter comment nous avons travaillé ensemble, je vais passer par le petit détour des remerciements qui sont quand même extraordinairement chers à notre cœur et important qu'ils soient diffusés pour nous. Remercier bien sûr tous ceux qui ont participé à ce travail et parmi les premiers initiateurs, en particulier Muriel Sirachula, que j'ai sous les yeux, à l'initiative du projet, que nous remercions. Gaston Caillé, voilà. Bien sûr, Thierry Pomès de l'imprimerie de l'Or, qui est en fond de la salle, qui a fait ce travail d'impression merveilleux et qui s'est engagé à nos côtés avec une confiance et un enthousiasme dont le souvenir de l'accord est encore très présent dans notre mémoire. Quand nous lui avons présenté, à peine nous lui avons présenté le projet, il a dit « je fonce avec vous ». Donc c'était absolument merveilleux. Bien sûr, je voudrais remercier Henri Stulman, mon compagnon, qui a eu la gentillesse de me soutenir, de m'appuyer, d'assister pour que j'avance quand il y avait besoin que je le fasse, de ma sœur Françoise Nicole qui a écrit quelques mots qui accompagnent le livre, dont vous pourrez lire le contenu, de Christine Guyou, collaboratrice de toujours, qui a fait la mise en page sous la co-direction artistique de Joanne et de moi-même, de l'agence qui a participé à ce travail, et puis de tous ces amis dont je vois le sourire aujourd'hui, ici. Je commence et puis tu me... Bon. Moi, je ne suis pas un... Je suis un peintre, et le peintre, c'est quelqu'un d'assez silencieux. Donc, quand on a une chose de moi, Quand j'ai rencontré l'œuvre de Joanne, nous étions en 2004 ou 2005, je ne sais pas trop précisément. C'était au Centre culturel de la rue Fabaragnon, une magnifique exposition avec un accrochage très réussi, grand format, très belle exposition. Et quand j'ai vu, je lis ce que j'ai écrit, je vis l'enfer et le paradis s'exhumant des dents de chien sous la lune, des croix penchées, des sabots de minotaures, des têtes à la renverse et des grands bras de nageurs au regard perdu dans l'immensité. Et c'est ainsi que j'ai compris, quand j'ai lu ça, à quel point nos sensibilités pouvaient faire écho l'une à l'autre et peut-être produire un jour ou l'autre une œuvre commune sous la houlette de quelques sibylles inspiratrices. Joanne, donc, j'aurais la prétention de dire que sur ce travail-là, nous avons été le double l'un de l'autre. Et peut-être tu peux raconter en quelques mots comment tu as travaillé. Ça va être difficile parce que vous m'entendez? Non,
Là, davantage. Voilà. Oui, bon, parce que je ne vois ce son. Donc, c'est vrai que le problème du peintre qui doit intervenir sur un texte, il est très complexe et puis il demande beaucoup de probité parce qu'en définitive, c'est assez facile d'intervenir n'importe comment. À ce propos, je dirais que, peut-être pas honnête, mais je dirais que les peintres abstraits ont beaucoup plus de facilité parce que l'abstraction peut s'interpréter de beaucoup de façons différemment. Tandis que moi, si je peins résolument figuratif, mais un figuratif abstrait. Parce que puisque ma figuration est une abstraite, donc c'est quand même une abstraction. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans le texte de Béatrice des accents qui correspondaient très bien à ma façon de travailler. Et voilà. Alors, je voulais dire aussi que j'ai toujours du mal à employer le terme. Comment peut-on dire que l'intervient sur un texte? Illustrer un texte me semble un peu niais. Alors, je pensais que le mieux, c'est, en ce qui me concerne, d'accompagner le texte de mon travail. C'est une espèce de promenade qu'on fait à deux. Voilà, ça. Vous m'avez entendu un peu près? L'original de ce travail, c'est celui-là. On va vous montrer le carnet sur lequel il a travaillé. Voilà. Au départ, c'est un carnet que Muriel nous avait proposé de garder l'esprit du carnet et le format aussi. Et j'en fais un carnet un peu comme un carnet de voyage, en laissant des pages vides pour pouvoir noter des choses. Et puis bon, ça a marché quelque temps. Puis on a interrompu ce travail. Puis quelques années, on a repris avec dans un autre format, mais en se servant quand même des travaux que j'avais fait sur le carnet. Pratiquement. Oui. Donc il prenait quelques extraits, par exemple, de mes poèmes, et il en faisait son interprétation sur ce carnet. C'est pour ça que le livre que vous avez dans les mains, voilà, on a conservé le format tel, pratiquement original, pour ne pas détourner l'œuvre de sa matrice. Et donc vous pourrez apercevoir dans le livre la pliure, et on l'a volontairement gardée pour être fidèle à l'inspiration de l'artiste. Une fois qu'on a réalisé ce travail de résonance littéraire et artistique, visuelle, nous avons choisi donc de le mettre en page au format du livre que vous avez dans les mains. Il a fallu trouver un principe d'édition et pour le déposer, enfin, toute l'aventure de l'édition. Je voulais juste préciser que ça a été l'occasion de créer les éditions de la Sibylle. Et pourquoi la Sibylle? Parce que j'ai un petit-fils qui s'appelle Virgile, et je voulais appeler ça les éditions, voilà, de l'auteur d'un petit-fils. Virgile, ça existait, et puis j'ai pensé à la Sibylle qui est c'est pas une pitié, parce que c'est une prophétesse qui est, elle, nomade, dont Ernest Renan disait « Le monde est construit par les prophètes pour ceux qui savent voir les effets dans les causes. » La Sibylle ne s'est jamais trompée. Espérons que nos éditions ne se tromperont pas de destin et que c'est le début d'une longue aventure. En tout cas, l'aventure qui nous réunit, Joanne et moi, n'est pas terminée. On a encore envie de faire peut-être un peu de travail ensemble. Et puis, je ne sais pas ce qu'on peut dire.
C'est des projets qui peuvent se réaliser, évidemment. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à Joanne, sinon on passe à la deux. Alors, pour l'articulation de la suite de l'intervention, Nathalie Binot, qui est une comédienne, je ne sais pas, elle est par là, nous lira quelques textes poétiques. Il va falloir beaucoup de courage pour assister à ces lectures, pas sur la forme, mais sur le fond, vous verrez. Et ensuite, je vous parlerai de ce qu'est pour moi l'aventure poétique, pourquoi je tiens absolument à la faire partager, et quels sont les enjeux de ce partage d'une aventure poétique en ce début du 21e siècle qui nous semble si compliqué à vivre. Et peut-être faut-il des moyens de lisser un peu ces complexités. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Joanne ou pour moi? On va laisser la parole à Nathalie. Résolution poétique. Que ma poésie chante le métal et la croix, le marécage obscur et la déflagration, les gravats amassés contre les barricades, les mâchoires armées, et la délectation du point aveugle où meurt le désir sacrifié. Que ma poésie soit l'auvent et la tonnelle, le parfum des piscines, celui des églantines, la tiédeur sur la peau d'un vent dans les collines, après que les cigales aient clamé la clameur, après que les cigales aient clamé la chaleur. Qu'elle soit collier de fleurs et gestes répétés, patience du clameur, terre à moissonner, que ces tendres racines parcourent l'infini comme un ruisseau palpite à l'ombre des galets, qu'il n'y ait que ces mots versés sur le front chaud, perlant le long du nez, langue les récoltant, au goût sucré d'alcool distillé en été. Que tout ne soit battant qu'à la joie de la vie soudain se découvrant. Que ma poésie seule escorte l'exilé, ne pèse jamais plus qu'un baluchon de rose. Que pétales jonchés demeurent exception, sauf parfum embaumant l'intraitable beauté d'un regard pénétrant. Je vais vous lire en acoustique, vous allez me dire si vous m'entendez, parce que ça me gêne. Terriblement. Chassé du paradis, vous m'entendez? C'est le titre du recueil, donc voilà l'œuvre de Joanne en face. Chassés du paradis. Nous les avons chassés de notre paradis, les enfants, la lumière et nos amours larvés dans le ruisseau du temps. Le rouge est apparu derrière le talus. Le soldat a laissé notre corps se cerner d'un lourd reproche. Nous avons beau plonger nos mains dans le néant, nous avons beau hurler, le silence nous tord, la bouche grande ouverte. Dans les entrailles plaies de nos rêves meurtris, gît un aveuglement aux tenailles grisâtres. Dans la nuit déchirante est appelée la vie, mais elle ne répond pas et va de mal en pis. La joie azuléenne gambade vers l'oubli. Un trait noir souffle, un cri sur nos résignations. Il faut que nos mains pendent sur nos sexes déserts. Il fait si froid dedans. Et c'est si long l'hiver, les jambes écartelées de ne rien posséder, notre peau est saignante des larmes de printemps, la langue est avalée et notre queue de bête, les chiens aux dents de lune hurlent aux amas de chair et aux os déboîtés carmins de confusion. Nous n'en finissons pas de naître et de renaître. Quand nous voulons mourir, plus nous voulons mourir, vivre, condamnation.
Attends un peu. Attends un peu. Il faudrait que je parle des pierres. De l'absence et des pierres. De l'œil cristal du froid dans le bleu de l'azur. De la violence née d'une journée banale. Quelque part, c'est vers l'Est. Vers l'Est, c'est forcément repoussé par l'ailleurs, obèse et menaçant. Cadavres dans les champs, ensachés, randonnions, écampes et onguents. Il faudrait ramasser le silex dans la plaine et voir à l'étincelle cette hallucination, la vie resplendissante. Attends un peu. Il faudrait croire en Dieu. J'y crois, forcément. Sa caresse est extase et puis tout disparaît. Le mot lui a succédé, tranchant, décapité, et sa couronne gît dans un bourbier de sang. Attends un peu. Attends. Le monde seul en flamme et qui brûle en dedans. L'avons-nous à ce point de si longtemps quitté? Nous ressentons si peu son ardente matière, si peu les hurlements où soudain a hurlé, puis oublie, forcément. Il faudrait s'arrêter de vivre divisé. Un œil sur le charnier et l'autre sur la terre. Fossoyeur et gisant, cousette et poupée. Seulement patienter, que la vie nous déprenne. Hors des soieries oranges et des suaves étés, le corps est gauchissant de la tumeur du monde. Les jardins sont spoliés. Mais l'amour abrasif s'installe une seconde. Il faudrait que je parle de son éternité. Attends un peu. Attends. Tu as besoin de mots d'amour, de gestes d'amour, de preuves d'amour. Tu as besoin d'être crevassé d'amour. Sans mots d'amour, sans gestes d'amour, sans preuve d'amour. Tu es une âme qui chute dans le silence, vers l'abîme infini du vide éternel. Vous avez le droit à un petit commentaire. Vous pouvez respirer et parler. Bonjour. Noguera. Cambré, profond, calice ouvert, les rameaux ont atteint un ciel mal prononcé. L'orage est avancé. Devant tant de misère, que faut-il espérer? Les sables ont émoussé les pas marqués sur terre, et les vents de travers ont déchiré les cimes.
Tout est sec, crevassé, les toitures brisées, les murs de marne dure au soleil éventrés. Soudain, jaillit la plaie vibrante de nos sangs, la guerre et le regard. L'enfant brun est à terre. L'asphyxie d'innocents va frapper au hasard. L'été n'existe pas. Pourtant, beaucoup l'ont vu, et sur leur peau hâlée, des rayons vont tracer les larmes des fusils. Il n'y aura pas de paix. Les hommes crachent noir parce que les hommes prient. Dans la nuit étoilée se déplie la terreur. Elle fait des filaments de chair et de sueur dégoulinant au crime. Il faudrait tous, maintenant, 1 minute au monde, quelques brèves secondes, que tous nous arrêtions. Concentrés en un seul et pénétrant silence, pour ressentir en nous la mort d'un seul enfant. Il faudrait tous ensemble, quelques pauvres secondes, fermer les yeux, mourir, ressentir dans nos corps éprouvés, immobiles, ce que serait crever de désespoir, muet, à la mort d'un petit, le nôtre, l'être aimé. Quand notre main soudain se ferme dans le vide, le lit est dévasté, la place chaude et tiède maintenant refroidie. Nos têtes enfouies dans l'espace évidé pleurent à l'infini d'une vie massacrée. Il y a ce sifflement, ce bruit sourd et ce poids, la presse écartelant nos torses épuisés. 1 minute à peine contre la barbarie. 1 minute à peine pour ne pas oublier ce que fut, ce qui est, la joie de vivre pendant un bel été, et l'horreur de la mort, et l'amour de la paix. 1 minute à peine, et nous serions sauvés. Si nous venons sur terre sans saisir la beauté, combien d'oiseaux perdus, aux ailes murmurantes et aux voix assoiffées, viendront accompagner notre marche ce matin? Tout en nous d'unitaire nous enjoint à aimer. Mais l'être inimitable que nous formons au jour, cet être éblouissant de son unicité, pourrait, sans crier gare, aux multiples céder, pour n'avoir pas saisi le miracle du souffle, ni l'étourdissement orange d'un soleil venu loger au front de nos plus beaux réveils. Ainsi se condamnant à l'écartèlement, à l'appel des procès et des réquisitoires, à l'asséchante et vaine ardeur au jugement, ainsi se préparant aux pires redditions, à l'implacable essor des classifications, au recel méthodique et rangé de l'outrage, tandis que le milieu où le vide nous prend, pour qu'abreuvés de joie nous puissions le combler, tandis que le milieu, au repos de l'horloge, en cet éclat de rose aux lèvres de l'été, vient éclairer l'obscur, chanter la vénusté. Un grand navire au loin, aux manches retroussées, au regard plein d'écume, étrave et liberté, dessine en son sillage le sourire d'un rêve. Un tracé de pinson sur un bleu pérugin, la voile d'une voix d'enfant dans le lointain, le froid sec de l'hiver à la laine de menthe et la tiède gorgée d'une pluie de juin. Si nous passons sur terre sans saisir la beauté, il nous faudra mourir plutôt qu'y renoncer. Guetteur au Muséum, et ce texte est un hommage à Jean-François Lapeyre.
C'est une ronde, de puissants bras autour d'un cratère de briques. La sentinelle au loin veille sur la clarté de nos enchantements. Miroir pour le reflet d'un long pèlerinage dans les cousses du temps. De nuit, les cris d'un loup, la fureur des tribus, la rumeur des saguets font un écho aux fauves. Le métal de la terre régurgite des langues rouges et gorges à l'affût. La double peau des bêtes s'ouvre sur des squelettes. Absence de la chair, mais corps en mouvement. Le mur est allongé sur le hamac du ciel. Le rayon utérin d'un soleil curviligne en caresse les flancs. On a les yeux percés de flèches inconnues. La défense en ivoire, pointée vers l'idéal, touche l'aile improbable du quetzal menaçant. Le jardin vertical fait un charivari dans l'équilibre intime. Un coq de roche à froid, mais le casoar bleu inonde la pupille d'un geste sous-marin. Tout va de bas en haut, jusqu'au creux du vertige. Le sol tremble et la peur couronne les enfants d'une grâce insolite. On marche, à petits pas, sur un pont suspendu, de filins et de verre, cordés vers l'avenir. Tout fonctionne en vivant. 5 façons d'arriver sur les rives du vivre. De naître au devenir et danser doit suffire en un enchaînement qui façonne du sens à nos nécessités. C'est occuper l'espace, du totem au semblable, demeurer différent en son unicité, l'amour, se reproduire, et disparaître un jour dans un bruit de magma, de clapotis brûlants, de boursouflures opaques au ventre de la terre. Dans l'escalier du temps, on va tout à l'envers. L'expérience est palpable à degrés dissidents. L'inconnu élabore en nous un trouble étrange, de l'ombre à la lumière, du dehors au dedans. Nos mains sont allongées de bourgeons et bifaces. On entend, vers le soir, le crissement inquiet du grattoir à polir, le feu à longue flamme. Nous voici carapace et jaune et tortue, poussant un corps paré à l'immobile, et l'abeille rayée, comme un rayé l'anneau qui sertit le jardin. La cathédrale en verre, double de nos pensées, élevée par la vie, surgit vers les nuées. Nous voici au musée, et c'est un jour sans fin. Méditerranée que nous avons choisi pour clôturer ce recueil, puisque c'est notre monde commun, la Méditerranée, comme commun à tous ceux qui sont dans cette salle, parce que nous avons la chance de vivre pas si loin. Ça, j'aimerais qu'elle le lise parce que, je crois que c'est mieux, parce que, on a l'impression que nous servons à quelque chose, les artistes. C'est ce qu'elle dit. Non, je l'ai dit. Essentiel. Telle devrait être la volonté de la poésie. Essentiel. Telle devrait être la volonté de la poésie alliée à la peinture, ouverte à l'étendue de toute harmonie, navette pour retisser les voiles. N'être que l'essentiel du bagage des hommes partant vers l'avenir. Un avenir soudé par notre acharnement à recréer des liens au centre de l'humain. Méditerranée. La couleur de la mer nous était familière. L'air saturait nos sens d'une énergie de sterne volant vers le lointain. Nous voulions les nommer, le sel sur notre peau et l'ombre de l'antique, les grands mouvements d'hommes près des ports pour partir, et les dieux de l'Olympe, Chronos traquant Europe,
aux dents ensemençant l'alphabet sur ses rives, Ulysse et les sirènes, Cadmos, les argonautes, le sage Pythagore assignant le savoir aux acousmaticiens. À extraire des nombres les racines du monde et s'aimer sans repos autour de son bassin, en hommage cosmique à ses rotondités, à ses angles, à ses creux, à ses cavernes obscures, à la ligne incurvée de son horizon bleu, aux harmoniques nées du ressac de ses vagues ainsi théorisées, à contempler la lune projetant sur les ondes l'hypoténuse offerte au droit de sa pensée, Thalès réinventait la Méditerranée. Mare nostrum, la nôtre, et sa force sauvage, la pulpe de ses flots au sourire élargi, Mare nostrum, la vie, un éclair de bonheur poignardant notre cœur au vibrato des vagues. Oh, Méditerranée, bras ouverts de l'écume sur les roches rosées, et sa portance ferme où reposaient nos dos, assoupis par les eaux, nos lèvres salivantes des baisers de Persée. La mer aux 5 syllabes qui draine nos désirs vers un mot qui se boucle comme un anneau d'argent au doigt de la pensée. La mer aux 5 syllabes qui force le sourire quand on veut l'épeler. Inimitable mer, offerte aux poètes, tendant nos souvenirs sur la lyre d'Hermès, volant vers Apollon. Grâce à lui, nous glissons, Talaria à nos pieds, sur les ondes ailées. La Méditerranée, au milieu, double sexe, pour accueillir l'amour sans le différencier. Altérité, la fille de notre mère aimée, semblable et dissemblable. En elle, s'affrontèrent toutes les ressemblances et en elle s'unirent toutes les différences. Son flot incestueux harmonisa nos rêves, la civilisation naquit en jaillissant. Tandis qu'un lendemain de linceul et de sang couvrirait ces varechs de trop d'âmes en partance, jusqu'au jour d'espérance où nous nous rejoindrons. Disponible, je vais essayer de faire vite. Tu m'excuseras, Jean, je vais parler encore un peu. Transition difficile, la parole poétique ayant tressé dans nos cœurs et notre esprit une épissure d'émotions universelles qu'il peut paraître indécent de rationaliser. Mais je vais m'efforcer pour que nous mesurions à quel point nous sommes tous peu ou prou des aventuriers de la poésie en tant que potentiels abolisseurs des frontières et des préjugés, arpenteurs du champ de nos capacités créatives et expressives, médiateurs essentiels d'alliances et réalliances, bâtisseurs d'un avenir digne de nos combats pour nos enfants. Ce me rappelle, je fais une parenthèse, mais je vais aller vite. Il y a quelques années, j'étais expert à l'APM, certains d'entre vous connaissent cette organisation, j'ai fait le tour de France pour parler de la poésie à des chefs d'entreprise, que ce soit dans l'Est, au Nord, à Paris, dans l'Ouest, Méditerranée, Atlantique. Et chaque fois, c'était tous des décideurs. Et chaque fois que je leur parlais de poétique, que je leur demandais de réciter des poèmes, quelle libération! Quel soulagement pour chacun d'entre eux et quelle retrouvaille avec soi-même. Ainsi, je vais tenter de vous expliquer comment, pour moi en tout cas, fonctionne
la poésie en partant d'une affirmation du grand poète Yves Bonnefoy, que j'admire énormément, qui dit « La poésie est le déni instinctif du concept ». Le concept en tant que représentation mentale abstraite d'une idée. Eh bien, je me permettrai de nuancer, voire de critiquer, en formulant l'hypothèse que la poésie soit avant tout l'enveloppement instinctif du concept par les émotions. Autrement dit, la poésie est la fusion du sens et du ressenti. Cette fusion constitue le noyau atomique de notre rapport au monde. Ce noyau est la poésie. Il n'est que poésie. Nous vivons d'atomes qui nous constituent en atomes en quête de ce noyau dont nous ressentons la puissance. Cette quête fait de nous, instinctivement, des poètes, par contamination, par irradiation. Même si nous ne le savons pas tous, nous éprouvons son attraction. Nous gravitons toute notre vie, chacun d'entre vous, autour de cette énergie, autour de cette complétude. Le concept nous permet de comprendre le rapport au monde, notre rapport au monde, en prélevant ça et là des notions qui sont mises et que nous mettons en relation. Mais le problème, c'est que le concept est froid. Il nous coupe de nous-mêmes. Il nous détourne du désir d'aimer et d'être aimé et installe en lieu et place la volonté de puissance et ses dérives. Un monde qui ne serait que dédié à la pensée conceptuelle, sans ressenti, est un monde en grand danger, car le concept, par son abstraction, nous tient séparés de nous-mêmes, séparation à l'origine des pires impensables. Pardonnez-moi ce raccourci, mais d'Auschwitz, dont Adorno dit « La poésie peut-elle exister après Auschwitz ?» au terrorisme aveugle d'aujourd'hui, ou aux dérives scientistes dont Henry Stillman se fait tant le dénonciateur et le commun. Il faut donc nous libérer de ce tropisme du concept, de cette tentation que nous avons de le rendre hégémonique, la pensée rationnelle en hégémonie, pouvant tout résoudre. Le monde dit de la réalité intégrale, celui que définit Baudrillard, lequel, abolissant le réel, se traduit par la dissolution de lui-même. Là est la profonde raison et actualité de la renaissance de la poésie à laquelle nous allons assister. Et ce n'est pas une prophétie de la Sibylle, mais je suis sûre que la poésie est en train de vivre cette renaissance exceptionnelle parce que la poésie nous fait simultanément penser et ressentir le monde plus que toute autre forme d'art parce qu'elle utilise le langage, un langage qui accorde le sens au sens, qui circule à travers le son et l'image mentale. Seule la poésie nous fait ressentir toutes les formes d'émotions et les assemble dans une série d'étendues, de raccourcis, parce qu'elle perçoit l'étendue de l'espace, de collisions, parce qu'elle est mouvement de reliance, et de fulgurance, parce qu'elle est irruption de la lumière dans l'obscur. Elle pulvérise toutes les résistances, ruisselle dans les moindres plis, décline la singularité de notre individualité sur tous les territoires de la communauté des hommes. Comment fonctionne-t-elle? Comment procède-t-elle? Il n'y a enveloppement du concept pur que lorsque l'ensemble de l'être est en mouvement, ses sens, sa pensée, son corps, son esprit, par la mise en cohérence de trois formes d'émotions physiques et psychiques que je vais décrire très rapidement. Émotions de première nature que je qualifierais d'émotions affectives ou sensorielles, où la résonance est immédiate, on ressent quelque chose. Ça ne passe pas par le filtre de la pensée rationnelle, c'est la musique, le son, l'image. L'émotion de seconde nature, une émotion de nature plus intellectuelle, où s'impose le plaisir presque brutal des idées. Celui de l'insight freudien, l'interrupteur sur lequel on appuie et qui allume la lumière. L'émotion de troisième nature est celle de la connaissance, où l'intellection, l'intelligence est en mouvement, où s'impose le choix d'un mot plutôt que d'un autre, le sens ne devenant visible que chemin faisant, processus apparemment sans objet, mais ne révélant son sujet qu'à la fin du poème. Je vais terminer sur un petit détail, comment ça marche. L'émotion affective sensorielle, celle dont sont porteurs la musique du poème et des images qu'il fait naître en nous, est la plus immédiate. C'est elle qui habite le poème.
C'est là où le poète habite. Le poète vit dans cet environnement, comme dans une nappe de brouillard où la tendresse, la peur, la joie, la tristesse, la colère, l'espérance évoluent dans un tout indifférencié, latent, prêt à ébullition. Le poète sent clairement une montée en chauffe de ce magma, comme une éclosion à venir, une tension de plus en plus forte. Je pense que ça vaut aussi une aspiration à l'émergence de ce quelque chose plutôt que rien, de cette division dans la matière, de ce sens dans lequel l'âme va soudain se plier pour former une ligne de crête visible, sensible, s'extraire de l'agnosie, de l'absence de mots. L'émotion intellectuelle, elle, de deuxième nature, c'est celle qui va prélever dans ce tout, dans ce magma, dans cette tension vers l'émergence, à la faveur d'une pulsion assez violente, un ou plusieurs motifs qui vont se séparer, qui vont segmenter le sens. Pour écrire quelque chose en particulier, c'est la beauté de l'apparition du motif qui est le tremplin du poète. Cette beauté est celle immanente du surgissement de la vie. Soudain, toutes les énergies convergent pour donner naissance à ce qui est attendu, même si informulé, et qui, une fois qu'il est apparu, se reconnaît. C'est la congruence de l'attente du désir du poète, de son désir, avec le contenu clarifié de sa pensée, qui fonde cette émotion intellectuelle. La dernière nature d'émotion, celle de la connaissance, est celle qui jaillit du mouvement de la pensée. C'est la joie de marcher après l'impulsion donnée, de devenir, comme dit Rimbaud, l'homme aux semelles de vent ou le voleur de feu. Ce mouvement s'effectue avec plus ou moins de grâce, plus ou moins de lenteur, plus ou moins d'harmonie. Il exige plus ou moins d'énergie de la part du poète, selon son état, et selon sa capacité à puiser dans le fond culturel et intellectuel dont il dispose et qu'il doit impérativement entretenir. Lecture des mythes, des légendes, de ses croyances, revisiter ses croyances personnelles, se baigner dans la littérature, admirer la peinture. Ce travail d'arrimage, ce piton que le poète plante sur sa paroi, est à cet instant-là, le geste absolument vital. Il sait que s'il ne l'accomplit pas, il va chuter. Il va avoir du mal à remonter à cheval, si j'ose dire. Il sait également que l'actualité du rapport à ce fond culturel est capitale, car elle lui permet d'évaluer le meilleur itinéraire, comme du poète, l'aspérité la plus sûre, le point de vue adopté, le piton le mieux adapté, le mot. Et plus il est à distance de ce fond culturel, plus il risque de produire un poème stérile. Un poème qui n'aboutit à rien. Parce que l'effort est intenable, parce qu'il ne sait pas arriver à quelque chose. Il sait également que cette émotion ne doit jamais être séparée des deux précédentes. Et l'écriture, alors, peut advenir. En synthèse et en conclusion, je dirais que ma poésie est tisseur sur le métier du lien. Elle est le lieu du rassemblement absolu de l'émotion et de la connaissance, de la lutte contre les séparations auxquelles nous livre la pensée conceptuelle, par le lien premier du langage, par l'emploi de métonymies, métaphores, analogies, rimes, contre-pieds, alexandrins. Vous avez remarqué que j'ai un faible pour les alexandrins. Ce travail de vision, de voisinage singulier, ces perceuses, ces mélopées, ces brusques sauts, ces écarts, ces ruades de conscience n'ont qu'un seul et unique objet, l'amour. Ma poésie convoque l'amour pour ressentir le monde, donc pour le transformer. Ressentir, c'est ce qui nous permet de distinguer le bonheur et la joie de la douleur et de la tristesse, dont le poète sait bien qu'elle diminue la puissance d'agir, comme dit notre maître Spinoza. Aimer est ce qui nous permet de préférer le bonheur et la joie, donc d'augmenter notre puissance d'agir pour transformer le monde. La poésie n'a qu'une obsession, amener, ramener à l'amour. Elle le chante, elle le pleure, elle le dit. La poésie est une interminable déclaration d'amour à l'humain.